Et voici la couleur. He aquí la televisión en color. La télévision électrique. 60 ans auparavant, les physiciens allemands Heinrich Gisler et Julius Pockl menaient des expériences sur un tube avec du gaz et l'électricité. Ils placèrent 2 morceaux de métal à l'intérieur du tube. Ils aspirent la majeure partie de l'air pour créer un vide. Puis ils appliquèrent un courant électrique au métal. À leur grande surprise, cela donnait un tube avec de la lumière. Et il se mit à briller. Plus il aspirait l'air, plus la lumière se concentrait à un point à l'extrémité. Gluck plaça alors un aimant à côté du tube et il se rendit compte que cela faisait bouger la lumière. Il s'avère que l'électricité provoquait la projection d'électrons depuis la cathode. Lorsqu'il entrait en collision avec l'extrémité du tube, il libérait de l'énergie sous forme de lumière. Un autre Allemand, Ferdinand Braun, s'est inspiré de ce concept pour fabriquer le tout premier tube cathodique. Il s'agissait d'un canon à électrons muni de 2 aimants, capable de dévier le vaisseau avec pression à la fois verticalement et horizontalement, dirigeait ainsi la lumière vers un petit écran situé à l'extrémité du tube. À la fin des années 1920, de nombreux inventeurs ont essayé de craquer le code et de fabriquer un téléviseur à l'aide de tubes cathodiques. Afin de créer le téléviseur capable de produire des images nettes et fluides, les inventeurs du monde entier étaient intéressés au tube. Et de la même manière que les téléviseurs mécaniques qui traçaient des lignes sur l'écran, un tube cathodique pouvait faire de même. Mais sans aucune pièce mobile, les déflecteurs à l'intérieur du tube cathodique pouvaient courber le faisceau d'électrons pour former des lignes précises sur l'écran. Et cela faisait varier la luminosité le long de la ligne en fonction du signal électrique. Et en formant ainsi une image nette et complète. En 1927, l'inventeur japonais Takaya Inagi démontrait que cela était très bien possible et il a mis au point un écran alimenté par un tube cathodique, offrant une résolution de 100 lignes. C'était une réalisation extraordinaire. Mais de nos jours, cela n'est absolument rien. Mais il dépendait encore d'un disque mécanique pour capter la lumière et reproduire les signaux de couleur. Le véritable défi consistait à trouver comment et enregistrer la lumière à l'aide d'un tube cathodique et non avec un disque mécanique. Plusieurs années s'écoulèrent, mais en 1933, l'inventeur russo-américain Vladimir Zarokin enfin au point l'inoscope, qu'il était en substance la première caméra vidéo au monde. Ça fonctionnait car la lumière provenait du sujet. Le sujet, la personne, la lumière lentille focalisait sur une fine feuille de mica à l'intérieur du système. Le dos de la feuille était recouvert d'une fine pellicule d'argent et à la face ayant de minuscules grains photosensibles, comme des milliers de pixels minuscules. Lorsque la lumière du sujet frappait les grains, ceux-ci émettaient des électrons et perdaient leur charge. Plus la lumière frappait les grains, plus l'électron devenait chargé et libéré. Cela permettait d'enregistrer efficacement un instantané inversé de l'image sur la feuille. Les zones sombres conservaient leur charge et les zones plus claires la perdaient. Un canon à des électrons à l'intérieur du tube balayait ensuite la feuille, ligne par ligne. À l'instar d'un tube cathodique, lorsqu'il atteignait des zones qui conservaient leur charge, le faisceau d'électrons rebondissait et frappait un détecteur qui transformait la lecture en un signal électrique. Ce signal pouvait alors être transmis à l'envers et reconverti en l'image à l'aide du tube cathodique, du téléviseur. Au milieu des années 30, il était clair que les tubes cathodiques représentaient l'avenir de la télévision. Mais une fois encore, la question était comment ajouter de la couleur. La société amérindienne avait déjà réussi à faire ça, mais ce n'était pas la meilleure chose qu'on pouvait faire. Il a filtré à travers des prismes spéciaux pour séparer le rouge, le vert et le bleu. Chaque couleur était ensuite dirigée vers des caméras de type iconoscope distinctes, qui généraient un signal. Pour chaque couleur à l'extrémité du téléviseur, ces signaux étaient transmis à 3 tubes cathodiques distincts. Les images étaient recombinées sur un seul écran à l'aide d'une série de lentilles. Cela fonctionnait plus ou moins, mais l'alignement des images était difficile. Et le fait d'avoir 3 tubes cathodiques la rendait très cher et le téléviseur 3 fois plus cher exactement. De plus, l'envoi de 3 signaux couleurs distincts l'un d'un signal noir et blanc rendait le système totalement incompatible avec les téléviseurs noirs et blancs existants à ce stade. Le nombre de téléviseurs noirs et gris était beaucoup plus haut que ceux en couleur. Alors, on ne pouvait pas changer ceci magiquement. Plus de 5 millions en l'espace de quelques années a été vendu. Et de demander à tous ces gens de passer soudainement à un téléviseur à couleur plus cher n'allait pas être bien. Il fallait un téléviseur beaucoup moins cher et qui soit bon marché et compatible avec les téléviseurs noirs et blancs, alors que tu pouvais regarder même sans couleur. L'idée de RCA était d'utiliser un seul tube cathodique, composé de 3 canons à électrons, balayant l'écran simultanément
L'écran lui-même était soigneusement recouvert de phosphore, rouge, vert et bleu, qui sont les 3 couleurs de la télévision, et en motifs triangulaires, de sorte que lorsqu'il était frappé par des électrons, il s'illuminait en fonction de l'intensité du faisceau. Cela leur permettait de contrôler la lumière et la précision des valeurs de couleurs de chaque cellule lorsqu'on regardait de loin. Les couleurs se mélangeaient pour reproduire une véritable image en couleur. C'était une bonne idée, mais en théorie, ça ne marchait pas, car les électrons de cette époque n'étaient pas assez précis pour atteindre une seule cible et ils atterraient sur plusieurs. C'est alors qu'ils ont trouvé cette solution géniale. Juste derrière l'écran, ils ont ajouté une plaque métallique appelée masque d'ombre. Celle-ci comportait des milliers de minuscules trous derrière. Chaque ensemble de phosphore, comme les canons à électrons, était légèrement espacé. Les faisceaux traversaient les trous comme des fils sous des angles légèrement différents, ce qui leur permettait de ne frapper qu'une seule phosphore correspondant, même si les faisceaux n'étaient pas très précis. Le trou du masque d'ombre garantissait qu'ils ne pouvaient atteindre que ces parties très précises. À mesure que les faisceaux se déplaçaient, le long de la ligne de balayage, ils peignaient cette triade de couleurs sur l'écran, avec des niveaux variables de rouge, vert et bleu. En fonction du signal, cela se produisait si rapidement que notre cerveau et l'œil humain le voyaient en une image